Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors c'est un exercice pas forcément très facile que je dois accomplir avec vous. Vous voyez, j'ai un petit peu fait évoluer le vocabulaire puisque je vais m'attacher à insister sur la notion de travail tout autant que celle d'humain pour traiter les questions qui vous intéressent dans cette table ronde. Mais juger ce qu'il en est des effets sur le travail, des mutations technologiques en cours dans la supply chain ou ailleurs n'est pas un exercice très simple parce que, pour tout dire, on manque d'éléments. On manque d'éléments et moi-même qui essaye de m'intéresser à ce qu'il en est dans la logistique, je dois dire que j'ai des choses très préliminaires sur lesquelles je peux m'appuyer. Donc ce que je vais surtout faire, c'est défendre devant vous que il y a quelque chose d'important, c'est d'adopter une perspective qui est de traiter de la place de l'homme au cœur des enjeux, comme le dit la table ronde, en tenant constamment un point de vue qui est celui de l'activité. Et c'est en traitant de l'activité qu'on peut faire émerger des questions sur lesquelles on n'entend pas forcément beaucoup de choses se dire actuellement, et qui pourtant sont sans doute fondamentales dans les évolutions technologiques qui concernent la supply chain comme tout autre type d'activité économique. Alors, je vais passer rapidement dessus, mais malgré tout, c'est un point d'appui qui m'est un peu nécessaire pour développer ce que j'ai à dire. C'est que vous avez traité ça sans doute suffisamment. C'est finalement qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, il y a dans différents secteurs et dans la supply chain en particulier, une écoute attentive, un intérêt pour des solutions de type automatisation, robotisation, utilisation d'objets connectés. Il n'y a pas de secteur en fait qui échappe à cette tendance actuellement. Quand on est sur des questions de logistique, il y a des facteurs qui poussent à ça, hein, comme par exemple les effets qui se manifestent de plus en plus concrètement du développement du e-commerce et du basculement des formes de distribution autour du e-commerce, qui font qu'à la fois il y a énormément de volume à traiter, avec des marchandises et des emballages extrêmement divers, plus ou moins faciles à traiter. En même temps, ça se combine à des attentes d'immédiateté, d'instantanéité, que des gens comme Amazon d'ailleurs cherchent bien à créer chez chacun de nous. Et donc ça donne les fameux enjeux de la livraison du dernier kilomètre. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que dans les plateformes logistiques, une des questions cruciales, c'est évidemment l'optimisation des surfaces, qui sont un sujet économique absolument fondamental, sur lesquels, à nouveau, des réponses technologiques peuvent susciter l'intérêt des dirigeants de ces plateformes. Et ces plateformes, par ailleurs, elles sont soumises, comme d'ailleurs tous les autres acteurs de l'économie, à des attentes croissantes en termes de garantie de qualité de service, de délais de livraison respectés, de raccourcissement des délais de traitement, de taux de service, et par conséquent, en termes de gestion de ces opérations, il y a des enjeux de planification qui sont considérables et d'optimisation des fonctionnements qui sont assez majeurs. Tout ça avec des marchandises qui peuvent considérablement compliquer cette gestion, avec des formats qui ne sont pas tous si calibrés que ça, avec des emballages qui présentent des avantages ou des inconvénients pour certaines solutions technologiques. Les emballages très mous, il y a des problèmes de préhension qui sont majeurs dès lors que l'on veut robotiser. Donc vous voyez, il y a une complexité énorme de tout ça qui suscite l'intérêt pour des solutions technologiques, pas uniquement, mais notamment, avec parfois de grosses doses d'intelligence artificielle, parfois des solutions technologiques qui n'ont pas besoin de l'intelligence artificielle, du deep learning ou de choses de ce type. Donc, une grande palette de situations.
Et parmi les choses que vous connaissez bien, il aurait fallu que je rajoute le fameux drone qui nous permet de faire des inventaires. Il vaut mieux les faire la nuit parce qu'il est un petit peu bruyant quand même, le drone. Donc, si vous avez lu cet article du Monde récemment qui nous disait que les Chinois étaient très intéressés par le fait de faire fonctionner les entrepôts 24 heures sur 24 et d'avoir des technologies qui permettent de travailler la nuit, ça permet d'économiser en éclairage et donc en facture d'électricité. Notre fameux drone, il peut intervenir dans ces cas de figure. Bon, les solutions, vous les connaissez sans doute mieux que moi. Hein. C'est à base de ces fameux AGV, de dispositifs de dispositifs goods to man qui permettent d'amener directement les bacs, par exemple, aux opérateurs, les shuttles, les tunnels de lecture de puces RFID, etc. J'insiste pas trop là-dessus. Qu'est-ce que ça préfigure? Vers quoi ça nous fait tendre en termes d'implication pour le travail? En réalité, pour l'instant, on en sait très peu. On ne connaît pas énormément de choses. Alors, ça ne concerne pas que la supply chain. Ça concerne l'ensemble des secteurs qui sont en train de se relabelliser tous. Alors là, c'est la supply chain du futur, mais évidemment, si vous étiez des gens du bâtiment, vous ne manqueriez pas le virage du chantier du futur. Il y a l'industrie du futur, l'hôpital du futur. Bref, tout le monde est du futur. Alors, du futur, pourquoi est-ce que notamment on a du mal pour l'instant à avoir des résultats? C'est que quand les chercheurs veulent aller y voir pour développer un petit peu de connaissances de tout ça, d'abord, il n'y a pas forcément des entreprises qui reçoivent de gaieté de cœur les chercheurs pour venir étudier ces choses-là. La complication, elle naît aussi du fait que dans les premiers moments, en fait, traiter des enjeux comme étant des enjeux du futur, ça consiste pour beaucoup à sortir le pot de peinture et à remettre au propre avec des belles lettres du futur, des choses qui en fait étaient déjà là et qui n'avaient pas jusqu'à présent été labellisées ainsi. Et donc quand d'un seul coup vous avez un Chief Digital Officer qui a été nommé, il faut de toute urgence montrer que tout ça est digital et du futur. Et par conséquent, on va prendre un petit peu des choses qui existaient. Par exemple, je suis des étudiants de l'école des Ponts qui sont impliqués sur un projet d'hôpital du futur. Au bout du bout, peut-être qu'il y a des solutions technologiques que l'on n'a pas rentrées à ce fameux label qui seront considérées. Mais dans le fond, on est tout autant sur des questions d'optimisation des flux de patients et des flux de matériel, et fortement à base de lean management. Et donc, en réalité, on appelle ça hôpital du futur, mais on aurait pu, à la rigueur, s'épargner ce genre de choses. Donc parfois, quand on va regarder de près, finalement, on croyait savoir ce que c'était que l'industrie du futur, la supply chain du futur, et une fois qu'on est sur place, on perd un peu ses repères et on se demande en quoi c'est du futur. Donc ça rend compliqué pour le chercheur d'arriver à isoler un petit peu un sujet sur lequel on aurait besoin donc de développer des connaissances spécifiques. Et tout ça, très souvent, se réduit à des questions assez classiques de conduite du changement. Alors, malgré tout, ces changements technologiques, ils sont en train de se produire. Et ce qui est assez fondamental avec le peu de repères que l'on a actuellement, c'est d'essayer de revenir aux enjeux économiques qui les guident. Et ces enjeux économiques, en réalité, ils peuvent être extrêmement variés. Et dans certains cas, la supply chain du futur peut tout simplement avoir comme enjeu économique de classiques problèmes complexifiés par tout ce que j'ai eu l'occasion de mentionner tout à l'heure, de ce qu'on appelle parfois de la productivité débit, c'est-à-dire arriver à faire passer un flux, à garantir ce flux avec une bonne régularité, avec une rapidité de traitement, posant derrière ça la question du travail d'opérateur comme étant capable de contribuer précisément à un objectif qui principalement est un objectif de productivité. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut être sur des
secteurs d'activité dans lesquels les enjeux logistiques se présentent pas exactement de cette manière. Si par exemple on est dans un secteur d'activité où en fait le problème ça peut être par exemple d'expédier aux États-Unis des palettes avec des marchandises qui coûtent extrêmement cher, hein, je sais pas, admettons que la palette elle vaut déjà 200 000 euros. Est-ce que c'est un véritable enjeu que d'aller réduire le travail d'opérateurs, assurer une productivité en termes de réduction du nombre d'opérateurs dans la chaîne logistique? Qu'est-ce qu'on va gagner en termes de suppression d'un certain nombre d'emplois à ce niveau-là? Quand finalement, l'important, c'est surtout de ne pas se rater vis-à-vis des quelques gros clients qu'il faut alimenter aux États-Unis sur des marchandises qui coûtent extrêmement cher. Donc vous voyez qu'en réalité, dès qu'on va s'approcher, dès que le drone va s'approcher de la situation, il va s'apercevoir que, dans le fond, une même question se décline assez différemment du point de vue du travail et des enjeux de mobilisation du travail. C'est-à-dire que la crainte et qui empêche beaucoup justement l'accès des chercheurs à ces objets d'études, c'est que la crainte domine que l'automatisation et la robotisation soit d'abord avant tout des processus qui vont détruire massivement des emplois. Hein, vous connaissez les débats qui existent depuis un certain nombre de mois sur la possibilité que les innovations technologiques amènent à détruire un grand pan des emplois qui existent, notamment au niveau intermédiaire dans l'échelle des emplois. Ces enjeux-là, en réalité, méritent d'être reconsidérés secteur par secteur avec des enjeux économiques qui ne sont pas toujours les mêmes parce qu'on a plus ou moins intérêt à se séparer du travail humain et de le remplacer par des automatismes suivant les cas de figure que l'on traite. Généralement, ces questions sont beaucoup dominées par les anxiétés au niveau de l'emploi. Généralement, c'est traité aussi, par exemple, dans les entrepôts qui se modernisent, en essayant de rassurer les gens en disant mais de toute façon moderniser c'est la condition pour réussir à conserver des volumes d'activité importants et affronter les volumes d'activité importants qui commencent à apparaître, et par conséquent on peut compter sur le fait que même si certains emplois seront supprimés, d'autres finalement seront préservés par cette capacité à faire face au volume. Mais voilà, au-delà de ça, si on cherche à vraiment en venir aux questions de travail, qui sont en fait le parent pauvre des débats actuels, les débats, ça vaut pour la supply chain comme pour en fait les autres sujets que j'ai eu l'occasion de mentionner. On se concentre tellement sur la question de l'emploi qu'on n'a pas encore réellement amorcé la question du travail et de ce qu'il va se produire en termes d'évolution du travail. Alors, si d'un côté on a des innovations technologiques qui effectivement conduisent à pouvoir se passer de travail humain sur toute une partie des manutentions qui étaient faites dans des entrepôts jusqu'à maintenant, c'est pas systématique. On peut avoir un certain nombre de matériels qui n'ont absolument pas comme objectif de remplacer du travail humain, mais qui vont consister au contraire à venir l'épauler, aider à travailler autrement. Au-delà de ça, au-delà de cette première approximation, c'est là qu'on est aujourd'hui bien en peine d'en dire un peu plus sur concrètement. Qu'est-ce que ça va faire à l'activité de travail? Qu'est-ce que ça fait, par exemple, tous les mécanismes que j'ai répertoriés tout à l'heure, les goods to man, tous ces dispositifs-là, qu'est-ce que ça fait sur, par exemple, la variété des activités de travail des opérateurs qui restent? Est-ce que le travail, quand on n'a plus à se déplacer, devient un travail qui va consister du coup à longueur de journée à répéter la même opération et du coup n'ayant plus de temps de déplacement, avec un compactage du temps qui fait que le travail s'intensifie?
C'est un des grands reproches qui a pu être adressé au mécanisme de guidage vocal, hein, de picking par guidage vocal, le voice picking, où en fait on dit dans le fond, ces technologies-là ont conduit considérablement à intensifier le travail dans la mesure où les opérateurs, ne faisant plus un certain nombre d'opérations de prise de décision, d'allées et venues, qui ont été analysées comme des temps improductifs et des pertes de temps, finalement sont concentrés en permanence sur des gestes à effectuer avec une cadence qui a tendance à s'accélérer. Qu'est-ce qu'on connaît de la façon dont, sur la base des nouveaux équipements, cela favorise ou cela interdit des possibilités de communiquer entre même niveau, même type de fonction, entre différents types de fonctions? Et d'ailleurs, quelles sont les fonctions qui restent dans un entrepôt modernisé de cette manière-là? Est-ce que les opérations sont des opérations qui nécessitent des prises d'initiative, et lesquelles? Est-ce que ce sont les technologies qui les favorisent? Tout ça, en fait, très honnêtement, aujourd'hui, on manque de travaux pour être capable de le dire et caractériser, qualifier ce que deviennent les postes, leur niveau d'exigence et les types d'exigences que ces postes requièrent désormais. Alors, ce dont on dispose, c'est en fait l'argumentaire. Certains d'entre vous dans cette salle sont peut-être des concepteurs, hein, de ces matériels, de ces technologies. Il y a des chances dans ce cas-là qu'on trouve dans vos argumentaires de vente eh bien, ce qu'on trouve habituellement, c'est-à-dire que non seulement en fait on argumente auprès des clients sur l'intérêt économique, l'intérêt de gestion productive qu'il y a à utiliser ces types de matériel, mais par ailleurs, généralement, on ajoute un argumentaire qui consiste à dire tout ça est bon pour l'ergonomie. Bon pour l'ergonomie, puisque vous voyez bien, par exemple, ça va permettre de diminuer les ports de charge lourde. Si vous avez un exosquelette, on se dit, bah, tiens, ça aide quand même l'opérateur à effectuer des opérations de ce type-là. On argumente très souvent aussi autour de la possibilité de réduire les troubles musculo-squelettiques. Donc, toute une série d'arguments de ce type-là. Mes collègues ergonomes diraient, oui, mais attention, parce que derrière ça, en fait, quand on regarde de très près ces arguments, en réalité, ils mobilisent un modèle du travail implicite. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle du travail? C'est la façon dont on se figure, dont on se représente, ce que c'est que du travail et ce que c'est qu'un être humain au travail. Et c'est plutôt une représentation de type biomécanique, hein. Ça renvoie à une ergonomie biomécanique où finalement on considère qu'un être humain au travail, c'est d'abord et avant tout une physiologie, des gestes qui vont être répétés et qui vont solliciter particulièrement souvent tel membre, tel muscle, etc. Et du coup, on cherche à diminuer finalement tout ce qui représente ces sollicitations pour éviter qu'elles soient excessives dans des activités où précisément les ports de charge lourde, la répétition de gestes à l'identique font qu'il y a une réalité de ces enjeux de TMS, de ports de charge lourde, d'accidentologie, d'accidents du travail, etc. Et encore, on a un petit peu fermé la parenthèse du compte pénibilité, mais il y a quelques mois, l'argumentaire du on va vous faciliter la gestion de votre compte pénibilité était véritablement un argumentaire de vente assez important. Mais ça, c'est une représentation de l'homme au travail. Cette représentation de l'homme au travail, par exemple, elle omet de considérer qu'une activité, c'est toujours plus riche que ça. Dans les travaux portant sur le guidage vocal, comme des travaux qui ont pu porter sur le Lean, vous connaissez dans le Lean les diagrammes spaghetti qui modélisent la façon dont un opérateur, par exemple, se déplace dans un atelier. On est amené à montrer qu'il y a des déplacements qui sont plutôt improductifs, qui ne génèrent pas en tant que tel de valeur ajoutée. Et donc on se dit, on peut les supprimer. Oui, mais sauf que précisément, quand on supprime ces temps qui ont l'air
d'être improductif, on supprime d'autres choses en même temps. Un opérateur qui se déplace, il n'est pas en train de rien faire. Un opérateur qui se déplace, d'abord, il est en train de reconstituer des forces. Il est en train de reprendre des forces pour la tâche qui suit. Par ailleurs, il peut aussi utiliser le temps pour se déplacer, pour reprogrammer son activité et se lancer dans la tâche suivante et commencer à l'envisager et être plus efficace dans cette tâche suivante. Cet opérateur, en se déplaçant, il rencontre des gens, il voit des choses, il prélève de l'information qui l'aide à ajuster son comportement et à éviter peut-être une bêtise, de traiter trop rapidement une marchandise ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, l'importance du mot activité, c'est que précisément de l'activité de travail, c'est riche de toute cette capacité réflexive des individus, y compris sur des tâches qui ont l'air assez élémentaires. Alors, du coup, ça va être mon dernier point, c'est que comme je disais tout à l'heure, finalement, on n'a pas encore amorcé, la plupart du temps, la réflexion sur le travail. Il est important, en fait, quand on l'amorce, de l'amorcer de façon précise. De le faire avec, précisément, un certain nombre de problématiques suffisamment précises et ne pas en rester à des généralités. On dit certes beaucoup sur le travail de demain, sur ce que sera le travail à l'ère de la digitalisation, et puis on dérape vite vers des généralités. Les millennials, toute une série de choses où, à très grosse maille, qui finalement nous éloignent de l'activité de travail au profit de considérations qui sont un peu surplombantes. Non, au contraire, ramenons la réflexion vers des choses beaucoup plus précises concernant l'activité de travail. Donnons-nous les moyens, dès que l'on a introduit un changement dans un univers comme celui de la supply chain, cherchons véritablement à caractériser les implications pour l'activité. Quelles sont-elles? Alors il y a les conséquences qui sont énumérées, que j'ai pu rappeler tout à l'heure, d'un point de vue d'ergonomie vraiment élémentaire, mais il n'y a pas que ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que, par exemple, des dispositifs qui amènent les bacs, les armoires directement devant les opérateurs, ça leur économise des déplacements et ça les soulage. Évidemment, de ce point de vue-là. Ça permet peut-être de se concentrer davantage sur ce que l'on est en train de faire. Et un opérateur pourra vous dire énormément de bien de ce genre de choses. D'un autre côté, vous n'avez pas épuisé tout ce qu'il a à dire sur son activité une fois que vous avez observé ce point-là. Qu'est-ce que ça modifie? Est-ce que ça implique une plus grande répétitivité des gestes? Est-ce que ça implique une perte des temps de récupération? Est-ce que ça implique des pertes des coordinations qui existaient auparavant, des échanges d'informations informels entre différents métiers ou différents opérateurs? Qu'est-ce que vous perdez qui ne se voit pas spontanément et qui peut-être plus tard va surgir sous la forme de défauts qualité? Avec des problèmes d'erreurs de livraison, d'erreurs de traitement de commandes, sur lesquels on se dit pourtant on avait tout fait pour que ce soit impeccable, alors qu'en réalité, tout ça tenait beaucoup à un certain nombre de signaux de très faible intensité que des opérateurs étaient capables de capter, de traiter, et qui désormais n'ont plus de réponse. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester sur l'ancien modèle d'activité, mais par contre, des choses étaient faites qui peut-être disparaissent et dont on n'a pas vu qu'il fallait les faire surgir d'une autre manière. Est-ce qu'on est en train d'intensifier le travail ou est-ce qu'on est au contraire en train de solliciter le travail avec davantage de formes d'intelligence des situations? Tout ça est d'autant plus fondamental qu'on se situe généralement dans des secteurs d'activité dans lesquels on est très en prise avec un marché du travail plutôt plutôt une industrie de main-d'œuvre, plutôt avec une main-d'œuvre sur les plus bas niveaux de qualification, avec des populations qui subissent donc des conditions de travail relativement difficiles en termes de transport. Souvent, les plateformes, c'est excentré. Les conditions de travail peuvent être relativement éprouvantes, alors que ce ne sont pas forcément des gens qui ont une très grande santé dans un certain nombre de cas. Toute une série de choses donc à traiter du point de vue toujours pour la qualité, des enjeux profonds de fidélisation de ces personnels.
Alors on peut avoir des stratégies qui consistent à dire, dans le fond, c'est pas très grave si on use ces personnels et on les remplace par d'autres, si on est dans des bassins de population, des bassins d'emploi où on peut assez facilement trouver de la main-d'œuvre. Mais voyez, dès qu'on est en phase de légère reprise de l'emploi comme aujourd'hui, tout de suite, on a immédiatement la réapparition du oui, mais il y a un paradoxe, il y a une reprise de l'emploi et cependant, il y a des pénuries de qualification, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, on peut être dans des bassins d'emploi dans lesquels, précisément, ces opérateurs, on ne les remplace pas aussi facilement que ça. Comment on fait pour, sur la base du travail modelé par ces nouvelles technologies, comment on fait pour traiter simultanément des enjeux de pérennisation de la main-d'œuvre dans l'entreprise? Pour ça, ça veut dire qu'il faut traiter les questions d'usure professionnelle. Il faut précisément regarder ce que les matériels font à l'intensité du travail et rétroagissent sur l'usure professionnelle pour arriver à anticiper sur un certain nombre de situations, gérer des mobilités, gérer une variété des postes, gérer le contour des postes également. Un des grands enjeux, c'est comment est-ce qu'on délimite les postes. Alors là, il y a un enjeu qui pourrait être celui de l'intégration des opérations de pure manutention, par exemple, avec des opérations de surveillance des équipements. Manque de chance, dans un certain nombre de cas, ces matériels, ils sont livrés par des fabricants qui offrent également le service de la maintenance de ces matériels. Et par conséquent, ça veut dire que votre maintenance, vous ne la faites pas en interne et que vous ne pouvez pas en profiter pour augmenter le contour du poste en mettant des opérations de maintenance très simples dans le travail de l'opérateur. Donc vous privez d'une possibilité de faire varier l'échelle, le contour, le contenu de votre poste de travail, de manière à ce que précisément vous puissiez, sur cette base, gérer à la fois des questions d'usure professionnelle, des questions d'intérêt intrinsèque du travail, des questions d'évolution professionnelle, puisque très souvent en fait on dit en fait on a nous une ligne hiérarchique relativement courte, c'est assez difficile de faire évoluer nos opérateurs vers d'autres types de postes, parce que des niveaux hiérarchiques de chef d'équipe, etc., il n'y en a pas tant que ça. Oui, mais d'un autre côté, on n'a pas d'autres perspectives professionnelles à offrir. Parce que précisément, les postes, ils sont définis de façon trop restreinte pour offrir ces possibilités d'évolution, d'augmentation de ce que les ergonomes appellent parfois la zone proximale de développement, les petits niveaux de difficulté qui arrivent juste après celui qu'on avait réussi à maîtriser. Avoir des postes qui sont capables de faire évoluer comme ça progressivement les gens, quand on redessine technologiquement l'organisation du travail, il me semble que c'est un des grands enjeux qui sont à traiter. Donc vous voyez, ces points-là sont à mon avis, importants. Il y a un point sur lequel je veux terminer parce qu'on a facilement tendance à le négliger dans l'ensemble des débats, dans la réflexion qui pourrait s'amorcer sur l'avenir du travail dans la supply chain du futur, c'est qu'on aura toujours tendance à raisonner sur l'avenir du travail des opérateurs et oublier une population fondamentale qui est celle de l'encadrement. Que veut dire, et là on en sait encore moins, que va devenir le travail d'encadrement dans ces systèmes de travail-là? Aujourd'hui, on en sait encore moins. Finalement, est-ce que c'est un rôle d'animation d'un collectif de travail à qui on demande par exemple des formes de vigilance? Les automates ne font pas tout. Les automates peuvent commettre des erreurs. Les automates peuvent avoir des défauts de fonctionnement. Et donc de la vigilance. Dans les années 80, on a eu une phase de robotisation, par exemple dans l'industrie automobile, qui avait fortement intéressé sociologues et ergonomes. Et un des grands résultats qui remontait, c'était la montée de l'abstraction du travail et l'importance pour des niveaux d'exécution d'avoir une compréhension du système d'ensemble et d'arriver à situer son intervention dans un ensemble plus large. Si on va vers des solutions de ce type-là, qui étaient des solutions très débattues à cette époque, puisqu'on s'inquiétait de savoir si au contraire on n'allait pas re-tayloriser le travail. Si on évolue vers des solutions de ce type-là, ça veut dire que le rôle de l'encadrement se déplace. Ça doit être un encadrement qui, d'une part, est capable de faire évoluer professionnellement les gens dans son équipe. C'est un encadrement
encadrement qui a besoin d'animer aussi les attentes de comportement qui sont adressées aux individus. Ça veut dire que là où vous aviez des opérateurs à qui on avait appris qu'ils devaient faire vite, rapidement et sans se poser de questions, désormais on leur demande autre chose. C'est au cadre, c'est à l'encadrement d'être capable de susciter ça et de faire advenir ça chez des personnes qui n'ont pas les mêmes trajectoires professionnelles. Donc le cadre est aussi quelqu'un qui gère des trajectoires professionnelles. Tout ça, j'en parle un petit peu sous la forme de points d'interrogation, d'hypothèses, me fondant sur d'autres résultats, parfois passés, pour ouvrir des questions qui, à mon avis, aujourd'hui, ne sont pas encore traitées, ou alors j'attends que précisément vous m'apportiez des éléments de ce type-là qui m'intéressent fortement, et qui en tout cas nécessiteraient d'être des sujets mis sur la table aujourd'hui. On est en train d'entrer dans ces nouveaux dispositifs. Voilà, je termine ainsi mon tour d'horizon de la façon dont on pouvait, vous voyez, passer de la question de l'humain à la question du travail, qui me semble être une manière de poser les problèmes sur un plan à la fois plus pratique et capable d'imbriquer un certain nombre de questions que parfois on traite de manière séparée alors qu'en réalité, ils se rejoignent.